Ce sont des livres assez difficiles à réaliser, notamment parce que justement, ils doivent aller à l'essentiel et en même temps, ce sont des livres, ben, vous le savez bien, qui sont lus 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis s'ils plaisent, 70 fois jusqu'à temps que la couverture soit complètement usée et que les pages soient arrachées. Donc ils doivent supporter plusieurs, lectures, plusieurs degrés de lecture et autant pour le jeune enfant que pour l'adulte qui va accompagner cette lecture. Parce que si l'adulte en a marre au bout d'1 fois, bizarrement le livre va être remplacé par un autre. Donc on sait à chaque fois qu'on s'adresse à au moins à 2 publics différents quand on fait un livre pour jeunes enfants. Tout bêtement aussi parce que le le livre pour jeunes, enfants, ben, c'est pas lui qui l'achète, c'est l'adulte. Donc si déjà ça ne l'intéresse pas, il y a peu de chances que l'enfant la coule. Ça voilà, mais c'est donc j'ai démarré ces livres pour petits, bizarrement pas parce que j'avais des petits, mais parce que mes petits étaient plus petits, puisque j'ai des enfants. Heu, celui que vous voyez dans la vidéo, c'est le plus petit de mes enfants et voilà, il a maintenant ça y est, 4 pattes pour lui, c'est un livre pour petits et bizarrement, c'est au moment où j'avais plus de tout petits à la maison que m'est venue l'idée de faire des livres pour eux. Peut-être que j'ai besoin de traverser tout ça avant de pouvoir faire des livres là-dessus. Heu, donc je peux peut-être vous parler de 4 pattes en particulier ou déjà répondre à des questions sur moi. Enfin, voilà, je ne vais pas forcément vous raconter toute ma vie, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais Comme vous voulez, ou on garde les questions pour après. Juste, ouais, je voudrais vous dire, Gaëtan, que donc, comme ma collègue Manu, que vous avez eu en contact, est près de moi. Et quand vous avez besoin, voilà, que l'on pose des images sur l'écran, vous nous le dites, hein. On a le d'accord. PowerPoint qui est prêt. Et quand vous avez besoin qu'on bascule d'image, voilà, faites-nous signe. OK, Est-ce d'accord. qu'on continue, puis on reviendra sur les questions générales Ouais, après? Moi, je préfère faire comme ça. Et puis allez-y. super. Alors je sais pas, oui, j'ai pas compris si tout le monde avait reçu le livre ou si tout le monde a pu l'entreapercevoir, mais peut-être je vais le présenter de manière même succincte, hein. Allez-y. Donc ce livre, donc c'est celui-ci, 4 pattes. Voilà. Hem, c'est l'histoire de cet ourson-là et très sommairement, en fait, c'est l'histoire d'un ourson qui fait ses premiers pas. Il est à 4 pattes, hein, c'est un tout petit et on va le suivre dans sa découverte du monde, dans ses premiers pas. Donc il va découvrir déjà avant tout ce qui est à son niveau, au niveau du sol, hein. Un tout petit, quand il marche, sa tête doit culminer à 25 centimètres du sol et donc j'ai essayé de me mettre, voilà, au niveau des enfants. Donc je parle de tout ce qui se passe à 25 centimètres du sol et à 25 centimètres du sol, il y a surtout le sol. Donc je vais parler beaucoup du sol, des sensations et des émotions que le tout petit va ressentir, en marchant à 4 pattes. Donc ça va être, le goudron qui est chaud quand il y a du soleil, ça va être, les petits cailloux, voilà, ça c'est le goudron. Les petits cailloux, dans lesquels, ses pattes, sur lesquels ses pattes appuient et donc voilà, c'est pas la même sensation au niveau du toucher. Pareil pour toutes les herbes folles, bah, voilà, ça chatouille, ça gratouille, ça peut même, piquer. Heu, voilà, donc je vais raconter un petit peu tout ça, les creux, les bosses, le relief, quand on patauge dans l'eau, quand on patauge beaucoup et que l'eau devient de la boue. Donc c'est toute une série d'expériences, de marche que va expérimenter ce petit ourson. Il va glisser, il va se cogner, parce que c'est pas toujours, agréable, hein, la découverte du monde. Il va grimper et arriver, voilà, au fur et à mesure de sa pérégrination, il arrive sur un endroit complètement inconnu, alors qui est peut-être moins connu pour les enfants des Pyrénées et pour moi qui habite à côté des Alpes, mais pour beaucoup, c'est assez inconnu et à ce moment-là, ben, il va se rendre compte qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin, donc voire même au bout du monde, dit-il, puisque c'est lui le narrateur. Donc là, c'est, panique à bord. Mais voilà, c'est un trop loin à l'échelle d'un petit enfant, c'est-à-dire qu'il a dû parcourir, 5 ou 6 mètres dans son jardin, tout en traversant nombre d'expériences qui l'ont fait grandir puisque, à la toute fin, il n'a plus 4 pattes, mais il a 2 jambes pour traverser le jardin et retrouver son papa et 2 bras pour faire un gros câlin. Donc,
au-delà de cette question, de cette pérégrination sensorielle, on va dire, ce que moi j'avais envie de mettre en avant, c'est tout simplement l'histoire d'une autonomie. Voilà, ce petit enfant qui, d'expérience en expérience, s'éloigne, s'en rend compte et voilà, ben, il a avancé dans la vie, il a fait ses premiers pas et, et c'était ça c'était ce qui m'intéressait en fait, puisque même si le propos c'est toujours du sous-texte, hein, c'est pas c'est un livre pour enfants, c'est pas une théorie sur l'éducation ou c'est pas un livre pédagogisant. Pour moi, c'est un livre, c'est une fiction, évidemment qui met en scène des notions voilà, des choses qui touchent à la toute petite enfance, quoi. Donc ça, c'est pour l'histoire que j'ai essayé de mettre en scène, hein, voilà, ça c'est plutôt les intentions. Vous pourrez me dire dans quelques mois, quand vous l'aurez bien expérimenté ce bouquin, si vous retrouvez tout ce que j'ai raconté. Après, effectivement, cet ourson, il prend, voilà, ce bouquin s'inscrit aussi dans une série puisque c'était pas prévu du tout, mais ce petit ourson, il est né à la fin de ce livre précédent qui s'appelle Tout doux. Et puis, la petite araignée que vous voyez tout au long du livre, Quatre pattes, elle a aussi, je lui ai consacré un livre après qui s'appelle Rosie. Et voilà, j'ai essayé voilà, ce qui m'intéresse, ces livres, ils vont de rebond en rebond. Et, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire des livres qui vont développer voilà, plein de notions qui touchent à la toute petite enfance, sans que ça soit à chaque fois des pensums, mais bien au contraire voilà, des expériences, des navigations. Il y a beaucoup de pérégrinations, hein, puisque le tout petit se déplace. Voilà, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il se déplace. Donc, c'est beaucoup de personnages qui se déplacent et qui rencontrent d'autres êtres et d'autres paysages, etc. Donc, ce livre s'inscrit dans voilà, dans une envie plus globale de faire beaucoup de livres pour les tout petits. Maintenant que j'ai enfin compris comment on faisait, j'ai pas envie d'en faire qu'un seul. J'ai pas envie de faire que les oursons ou de faire 4 pattes 1, 4 pattes 2, 4 pattes 3, mais plutôt de creuser ce sillon-là. Là, il y en a un autre en cours, hein, que je suis en train de préparer autour d'une expérimentation d'une toute petite bestiole qui se perd dans un paysage de champignons. Donc là, je reviens à une échelle encore plus microscopique. Peut-être que maintenant, je peux vous parler de la manière dont je travaille. Alors là, on va pouvoir faire défiler les images qui avaient été préparées. Donc là, souvent, quand je commence à travailler, en fait, je travaille en tout petit. C'est ce que vous avez vu un petit peu dans la vidéo. Surtout pour ce livre-ci, c'est-à-dire que si ça fonctionne en tout petit, mes images, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire que c'est à la taille d'une feuille A4, hein, cette feuille-là, et c'est vraiment des petits timbres, hein, sur lesquels je travaille. Et si ça fonctionne en tout petit, ça fonctionnera en plus grand. Et en plus, quand je travaillerai en plus grand, je pourrai rajouter nombre de détails, de couleurs, etc., qui seront en plus. Mais de travailler en tout petit, ça nous oblige à tout de suite à aller à l'essentiel. Si l'histoire ne fonctionne pas à cette échelle-là, elle ne fonctionnera pas à une échelle plus grande. On ne pourra pas dire, mais si, on ne peut pas dire à l'éditeur, t'inquiète pas, après ça va être super. Non, si ça ne marche pas comme ça ne marchera toujours pas après. Et voilà, si on passe à l'image suivante, on va voir qu'en fait, c'est vraiment un processus où je pars de quelque chose de tout petit, et puis j'agrandis au fur et à mesure. Donc là, c'est à une échelle un petit peu plus grande, on peut faire défiler les pages. Et c'est à cette échelle-là que je me rends compte aussi des soucis de narration que je vais rencontrer. Si j'ai trois mots à mettre dans la page, où est-ce que je vais les mettre? Est-ce que je veux qu'on regarde d'abord l'image ou qu'on lise d'abord les mots? Donc il faut que ce soit sur la page de droite, en haut, en bas, mélangé à l'image, pas mélangé à l'image. Et tout ça, ça a une incidence sur la lecture que va faire l'adulte et que va faire l'enfant de ces doubles pages. L'enfant, même s'il ne sait pas lire, instinctivement, il comprend quand il y a quelque chose d'écrit et quand quelque chose n'est pas écrit, même si c'est mélangé à l'image. Là, il faudrait un neuro, je ne sais pas quoi, qui nous expliquerait ça, mais on a pu remarquer qu'effectivement, quand ils nous disent bah, t'as pas lu, c'est parce qu'en fait, même s'ils ne savent pas lire, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à dire. Si parfois vous avez déjà fait l'expérience de zapper du texte sur un livre que vous êtes en train de lire à un enfant, parce que vous êtes fatigué ou que vous voulez aller plus vite, l'enfant, ça lui va pas du tout, il a très bien compris qu'il y avait du texte. Donc ça veut dire que même s'il ne le lit pas, ça fait partie de l'image et on ne peut pas le placer n'importe où. C'est pas juste pour l'adulte en fait. L'enfant sait qu'il y a quelque chose à lire.
Donc voilà, et puis il y a des pages où je vais faire exprès justement de ne pas mettre de texte, puisque j'ai envie que ça soit l'image qui parle avant tout. Donc après, on pourra jouer au jeu des 7 erreurs. Hein. Dans cette maquette, vous avez vu qu'il y a des pages qui ont gagné du texte et d'autres qui en ont perdu. Ça va être que des réglages d'une page par rapport à une autre, d'une narration qui doit s'accélérer ou se ralentir. Et c'est à cette étape-là qu'on va vraiment définir tout ça. Voilà, par exemple, ici, il y avait beaucoup plus de texte au début. Et puis, voilà, c'était l'idée de casser un peu le rythme et de rajouter d'un seul coup beaucoup de texte, ce que je n'ai pas fait dans ce livre, que j'ai fait dans un autre livre suivant, dans le livre Rosie. Mais pour ici, en fait, ça n'avait pas d'utilité, l'image se suffisait. Voilà, ben, là on arrive à la fin du bouquin. Et alors ça, par contre, la fin, je l'avais depuis le début. C'était même quasiment le point de départ, c'est-à-dire que c'était 4 pattes qui devenaient 2 jambes de bras. C'était un peu mon idée de départ. C'est-à-dire que souvent les gens me demandent comment vous faites pour trouver des idées. Ben, alors les idées, on en a tous 100 000. Hein. Le plus dur, c'est pas de les trouver, c'est d'arriver à en faire quelque chose. Donc moi, j'avais cette idée-là, mais je vous ai épargné tous les brouillons dans des carnets où il n'y a que moi qui arrive à lire ce que j'ai écrit et à comprendre mes petits dessins. Mais c'est à partir de cette idée que j'ai réussi à développer l'histoire dans son entièreté. Après, je pense qu'on va pouvoir voir des images du livre. Alors peut-être que, je ne sais pas si on va toutes les passer, puisqu'on les a déjà un petit peu vues. Ça pourra peut-être me permettre, voilà, ça c'est l'image de départ. Bah là, on peut les passer peut-être plus rapidement ou rester sur... Donc là, mes images, je vais vous montrer après comment je travaille sur une image en particulier. Mais ce qui m'intéressait quand même avant tout dans ces images, c'était effectivement que c'est un livre de bienvenue dans le monde un peu. Hein. Donc, il fallait qu'il soit beau, enfin pour moi. J'ai essayé de faire des belles images. Des fois, c'est péjoratif. Mais pour moi, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de transmettre aussi, notamment par le travail de la couleur, l'émerveillement qu'on peut avoir tout simplement quand on prend le temps de regarder, de ressentir les choses que nous avons alentour. Et c'est pour ça que, bah voilà, même si vous allez voir que je travaille en fait en noir et blanc au départ, il y a beaucoup d'ambiances colorées différentes. J'avais envie qu'on passe vraiment par plein d'émotions colorées différentes. Et même si c'est une suite logique, puisque le petit ours va de la gauche à la droite et on peut quasiment le suivre comme dans un dessin animé, chaque page a quand même une sorte d'identité de couleur. On peut dire c'est la page verte, c'est la page bleue, c'est la page grise, la page qui fait peur, la page blanche parce qu'il y a de la neige, etc. Et ça, c'est la page de couverture. Donc, celle-là, elle doit concentrer un petit peu tout ce qui fait qu'on aura envie d'ouvrir le livre, tout simplement. Donc là, j'ai mis en scène la complicité entre cette petite araignée et l'ours, qui n'est pas dans le livre, en fait, hein, puisque à aucun moment, ces deux personnages se parlent ou se regardent, sauf sur la couverture. Et c'est ce qui m'a donné justement envie de faire un livre après sur la petite araignée, en me disant, bah, celle-là, elle avait été sous-utilisée, il y a encore plein de choses à faire, et de descendre encore plus à ras du sol. Donc là, le livre sur l'araignée, on est à 2 cm du sol, quoi. Donc si on continue à faire défiler les images, voilà. Là, on peut voir qu'en fait, je travaille d'abord alors là, ce sont des images justement du livre suivant. J'ai pris une image du livre suivant, c'est une image de cette petite araignée qui est dans des champignons. On peut montrer la seconde. Voilà, pour une image en dessin, en fait, j'en fais 2. Je travaille avec une table lumineuse, donc c'est comme du papier calque, hein. Les feuilles deviennent transparentes quand on met la lumière en dessous. Donc je vais vraiment travailler au crayon. C'est du crayon gris sur du papier machine, tout bête. Hein. C'est pas du tout des dessins qui sont faits pour être exposés. C'est vraiment pour moi, l'original de mes dessins, c'est le livre. Hein. C'est pas le dessin que j'ai chez moi dans mon atelier. Et voilà, si on continue, ensuite, avec mon ordinateur, je vais tout simplement passer ces dessins, au lieu que ce soit en noir et blanc ou en gris et blanc plutôt, je vais les passer en bleu et blanc. Le dessin suivant en rose et blanc, et puis je vais commencer à les superposer et donc à effacer des morceaux,
d'une couche bleue ou d'une couche violette. Et puis comme ça, tout doucement, à partir d'un seul dessin, en fait, à partir de plusieurs dessins, je vais avoir une quinzaine de couches de calques différents et je vais superposer ces dessins jusqu'à obtenir mon image finie en rajoutant des couleurs de fond, en enlevant voilà, en estompant des morceaux. Et petit à petit, voilà, on arrive à une image qui est peut-être celle-là d'ailleurs. C'est peut-être celle-là qui est finie, je ne sais plus. Voilà, le problème de cette technique, c'est que c'est jamais fini. On peut toujours aller plus loin. Je crois que j'ai dû montrer le même processus sur une deuxième image. On peut regarder. Donc voilà, là, il y avait 2 dessins aussi, celui-ci et le suivant. Donc je le passe en bleu. Et puis petit à celui-là, voilà, là j'avais travaillé c'est toutes les valeurs et les matières que j'avais fait sur une autre feuille. Et puis j'ai commencé à les superposer aussi. Alors on revient en arrière, je crois. Ah non, pas du tout. Ouais, super. Et donc là, on voit bien qu'en fait, à partir d'un dessin en noir et blanc, petit à petit, on arrive à un travail de couleur. Ça me permet tout simplement. Alors, ça peut ressembler à du crayon de couleur, en fait, mais ça n'en est pas. Ça me permet d'avoir des couleurs très très vives, hein, c'est ce qu'on retrouve dans le livre que vous avez peut-être entre les mains. Et voilà, c'est des couleurs et un traité que je ne peux pas avoir autrement. J'ai essayé de faire des livres plein de couleurs, bah, ça brille. Même avec une super impression, mais maintenant on a des machines incroyables pour imprimer des livres. Cette technique numérique que j'ai développée un peu par hasard au début parce que je devais aller vite et je travaillais pour des journaux. Donc, comme dans les journaux, c'était mal imprimé, il fallait des couleurs très vives pour espérer qu'elles ne soient pas trop dégueulasses. Et ben voilà, j'ai conservé cette technique après, je l'ai développée. Et puis maintenant, ça fait partie de. Voilà, quand je dessine en noir et blanc sur ma table lumineuse, je sais que tel bout va être en rose, tel bout va être en bleu, etc. Et j'ai déjà mon dessin en couleur dans la tête. Voilà, on peut continuer. Je pense qu'il y a encore une ou deux images pour arriver à l'image finie. Voilà, ça c'est l'image terminée. Ah, mais c'est déjà la pause. On vient de voir passer l'image de la pause. Non, mais donc, vous m'entendez toujours, hein? Oui, ça va? Oui, 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 très bien. J'avais plus de retour là. Voilà, donc ce travail de couleur, voilà, c'est aussi ce qui fait que c'est ce qui me donne envie aussi de faire des livres pour les enfants. J'ai vraiment envie de transmettre, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, cet émerveillement qu'on peut avoir, l'émerveillement du monde et le plaisir qu'on a tout simplement à ouvrir un livre, en fait. Hein. C'est très bête, mais je me dis que ces livres, c'est peut-être le premier livre que l'enfant va lire dans sa vie, et donc c'est une importance immense qu'on n'a pas le droit de lui faire un livre à moitié fait, presque réussi, etc. Donc, c'est des livres que je mets beaucoup de temps à faire. Hein. Ça prend plusieurs mois. Vous avez vu les étapes, hein, entre le moment où on trouve l'idée, où on la développe, et puis petit à petit, où on arrive à ces images en couleur, bah oui, ça prend 4, 5, 6 mois en fait, pour arriver à un livre qui, somme toute, n'a que 40 pages. Donc, c'est assez long. Et c'est pour ça que quand il est défendu par des gens comme vous, c'est très appréciable parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir travaillé pour du beurre, quoi. Puisqu'il faut savoir que les livres, enfin vous le savez, mais un livre pour enfants, il a une durée de vie maximum de 3 semaines en librairie. Donc, s'il n'est pas repéré, ou si même les gens ne savent simplement pas qu'il existe, voilà, le livre, après, peut exister heureusement dans les médiathèques, mais c'est déjà un autre parcours, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Juste, moi, je suis totalement d'accord avec vous et je rebondirai sur le fait qu'il est important d'offrir quelque chose de beau à un enfant, quoi. En fait, je crois que c'est aussi la substantifique moelle de l'opération première page, quoi, voilà, de pas prendre les enfants pour des idiots, c'est ce que j'ai envie de dire, et que vraiment, à chaque fois qu'on a eu à choisir des livres, c'est quelque chose que l'on a apprécié et que l'on a ressenti. Ce travail des illustrateurs, des auteurs illustrateurs, voilà, de nous offrir des beaux livres, des beaux objets, et vraiment, ça se ressent beaucoup dans votre album. Merci beaucoup. Oui, et puis pour moi, même si l'image c'est 90, 95, 99% de la surface du livre, c'est de la littérature. C'est de la littérature pour les tout petits, et je pense qu'il faut défendre ça, leur dire que certes, on peut rigoler avec un livre, on peut échanger, on peut blaguer, mais c'est tout aussi sérieux et enthousiasmant que la littérature pour les grands, quoi.
Et il n'y a pas à rougir de dire que ça peut être des livres qui, ben voilà, tout le monde a peut-être en tête un ou deux livres qu'il a lus quand il était enfant, qui l'a profondément marqué, peut-être beaucoup plus que des grands romans sur lesquels on a épuisé nos yeux pendant des soirées entières. Donc en fait, voilà, ça reste dans notre mémoire après. Et moi, je me souviens très bien de 4-5 livres que j'ai lus quand j'étais enfant. Et ça fait faut essayer de pas y penser tout le temps, parce que sinon ça fait un petit peu peur quand on se met à réfléchir à une histoire, de se dire que ça va avoir autant d'importance. Mais c'est bien d'avoir toujours cette conscience-là, je pense. Moi, j'ai déjà quelques questions, mais je ne voudrais pas voilà, voler la vedette aux autres, mais je voudrais revenir sur votre travail autour des couleurs. Du coup, vous n'avez jamais été déçu d'impression, d'un travail d'impression qui après, où il y aurait de la perte justement de vos couleurs, parce qu'évidemment, on le voit dans votre ouvrage que c'est quelque chose d'important et du coup, voilà, je me dis, à un moment, on peut aussi être déçu de ce que ça va être le rendu final. Oui, oui, bah alors, c'est justement ça, hein, c'est que ce souci et ce soin apporté aux couleurs avec cette technique, informatique, c'est né de déception d'impression d'autres livres aussi, puisque effectivement, quand on travaille, avec des techniques, dites traditionnelles, de la gouache, des crayons de couleur ou, et ben, le livre n'est jamais pareil. C'est pas possible. C'est techniquement impossible. Et il peut y avoir de grandes déceptions, oui, parce qu'on a passé énormément de temps sur un livre. Déjà qu'on n'est pas beaucoup payé. Si en plus le livre est mal imprimé, on est déçu forcément. Mais voilà, moi je pense qu'aussi maintenant on a des éditeurs, enfin voilà, on a les meilleurs éditeurs du monde en France, hein. On n'a plus les meilleurs imprimeurs parce ils sont essentiellement partis en Chine, même si pour ce livre, ça n'est pas le cas. Mais l'essentiel des imprimeurs, l'essentiel des impressions se fait en Chine parce qu'en fait, ils ont récupéré tout le marché mondial. Mais on a quand même, voilà, il y a des qualités de graphisme et d'édition en France qui sont inégalées. Et ces livres, je ne sais pas si je pourrais les faire ailleurs, mais en tout cas, j'ai un éditeur qui apporte beaucoup de soins à la fabrication, à la réalisation des livres, qui, à partir de mes images, arrive à des livres qui correspondent, ouais, c'est rare, mais exactement à ce que j'avais imaginé. Donc, c'est pourquoi s'arrêter? Voilà. Du coup, moi, je Oui, veux sur bien les couleurs, ouais, pardon. que vous complétiez aussi votre réflexion pour expliquer votre travail avec l'éditeur. Enfin, je ne le connais pas, hein, mais est-ce qu'il y a des allers-retours entre lui et vous sur le texte, sur les couleurs, Ouais, sur ah oui, je peux parler de ça. comment vous travaillez? Parce qu'en effet, vous travaillez aussi avec, pour nous, un éditeur jeunesse qui est très connu et reconnu et de très bonne qualité. Et voilà, comment se passe ce travail avec votre éditeur? Oui. Alors c'est vrai que vous voyez pour vous, l'éditeur, c'est un nom sur une couverture. Moi, je travaille avec des personnes et c'est vrai que j'étais en train de regarder justement les livres, je me demandais si oui, mais c'est vrai que bah voilà, ces livres-là, Je ne remettrai pas l'image. moi, je les travaille vraiment. Pour moi, c'est alors, je fais pas de boxe, hein, mais c'est mon sparring partner, l'éditeur. C'est-à-dire qu'il va, c'est pas un collègue, c'est pas un chef, mais c'est avec lui que je vais vraiment. C'est à lui que je vais montrer mes premières maquettes. C'est à lui que je vais, dont je vais parler en premier du livre, et ça va se construire comme ça petit à petit. Donc il faut beaucoup de confiance entre un auteur et un éditeur pour qu'un livre puisse naître, parce qu'en fait c'est notre seul interlocuteur quasiment jusqu'à ce que le livre soit paru. Après évidemment, l'éditeur va distribuer le travail de vérification des couleurs, le graphisme, etc. à d'autres personnes, mais on est les deux référents du livre. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui signe un chèque ou qui dit super, lui, il vend tant de milliers de livres, c'est bien qu'il vienne chez moi pour faire ses bouquins. Moi, je conçois vraiment ça comme un travail d'équipe, quoi. Je suis toujours désolé qu'il n'y ait pas le nom de la personne, de l'éditeur sur les livres, parce que pour moi, c'est assez, c'est assez injuste, quoi. Même si c'est le nom d'une boîte, on dit, hein, mais pour moi, c'est pas le nom d'une boîte, quoi. Donc voilà, par exemple sur le texte, moi je fais des propositions, l'éditeur en réponse me dit ah ben là
typiquement, dans, dans Quatre pattes, il y a une page où l'ourson glisse dans la boue, et où avant même, il patauge. Et c'est vrai qu'on avait cette envie aussi de transmettre ce plaisir voilà, ce plaisir de la lecture et des onomatopées. Quand on est tout petit, on adore jouer avec les sons, c'est les premiers mots qu'on dit. Et donc moi j'ai mis des splitch, splatch, splot, zwip. Et ben on a discuté de est-ce qu'on met splatch ou est-ce qu'on met splooch ou est-ce qu'on met splutch, et parce que ça fait pas la même chose. Et il y a des dynamiques, il y a des sons qui sonnent mieux que d'autres. Est-ce qu'on met aïe ou ouille quand l'ourson se pique dans les orties? Voilà, ça va jusque là, la relation avec l'éditeur, c'est-à-dire on cherche aussi la musique du livre, pas que la musique qui peut découler de la vision des images, mais voilà, on travaille vraiment tous ensemble. En fait, vous me lancez très bien mes questions, parce que j'avais aussi toute cette question sur le travail du son, parce que sur votre livre fini, en effet, ces onomatopées, moi je les avais repérées. Mais quand on passe le travail de vos planches initiales, il y en a d'autres onomatopées, puis il y a des répétitions, et puis on voit qu'il y a de la recherche de mots. Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment vous traitez ça, comment vous l'étudiez, comment vous réduisez le texte. Et là, en fait, tout à l'heure, quand vous avez montrer l'album, presque je me disais ça pourrait être un album sans texte, et il se comprend tel quel, en fait, sans texte. Est-ce que vous y avez déjà pensé aussi? Enfin, comment vous voyez tout ça? Alors j'ai déjà fait des livres sans texte chez un autre éditeur qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Autrement Jeunesse. Donc j'ai fait 2 livres sans parole. Après, voilà, moi, effectivement, je pense que pour les tout petits, il faut que l'histoire puisse se comprendre avec les images. L'essentiel du sens doit pouvoir se comprendre avec les images, puisque c'est ce que va regarder l'enfant, hein. En exagérant, on dit que l'enfant regarde l'histoire et que l'adulte la lit. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que l'enfant, lui, va comprendre l'histoire par les images. Après, le texte, il a son rôle aussi, puisqu'effectivement, il peut dynamiser ou ralentir le rythme d'une histoire. Il peut apporter ce que ne peut pas apporter de l'image, c'est-à-dire le côté comptine, répétition, voilà. Et il donne aussi le, comment, on pourrait dire ça, le tempo du livre, le rythme. Quand je répète plusieurs fois le mot quatre pattes, mais je ne le répète pas tout le temps. C'est pas quatre pattes, c'est pas un imagier. Donc je dis pas quatre pattes à chaque page. Je le dis à certains moments, et ça permet d'asseoir aussi la lecture, et qu'il y ait des repères sonores, pas que des repères visuels dans la lecture du livre. C'est une première narration, hein. C'est peut-être la première fois qu'un enfant voit un livre qui n'est pas un imagier, ou qui n'est pas voilà, qui n'est pas juste une collection d'objets qu'il peut repérer de son quotidien, etc. C'est pas un livre qui parle de son quotidien non plus, puisque un enfant n'est pas un ours. Donc, en fait, il faut que j'arrive à trouver des moyens narratifs pour qu'il ait des repères qui ne soient pas perdus. Donc, il n'y a pas de flashback, il y a pas de. J'ai réfléchi à la manière dont le regard va aussi circuler dans les images, la manière dont, voilà, aussi l'enfant peut se déplacer avec son doigt dans les pages. Donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi aussi à un format qui est pas trop grand, pas trop petit. Il faut qu'il puisse suivre avec son doigt le parcours d'un personnage, par exemple, ou pouvoir montrer quelque chose sans, sans que ça gêne la lecture de l'adulte ou d'autres enfants. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles on réfléchit quand on construit ces livres. Quelle est la dynamique d'une page, comment on passe de l'une à l'autre, puisque certes, c'est un flux, hein, c'est un petit ourson qui se déplace, mais il y a quand même, voilà, à chaque tourne de page, il y a une ellipse. On peut créer une surprise. On peut, ou alors être dans la continuité, ou se dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 pages? Et c'est la première fois que l'enfant va découvrir ça. La narration, c'est ça, c'est que comme c'est pas un imagier, il peut se passer des choses entre les pages. Ça nous paraît tout bête, mais c'est pas l'ellipse, c'est quand même quelque chose de très compliqué, hein, même pour nous adultes, donc pour un enfant encore plus. Voilà, donc on réfléchit à tout ça avec l'éditeur aussi.
Oui, c'est vrai que là, on feuilletait un petit peu les pages de votre livre en même temps que vous discutiez. Et c'est vrai que moi, je le vois différemment à l'écran par rapport quand on l'a entre les mains ou quand il y a du texte ou pas de texte. Et là, c'est vrai qu'on voyait aussi beaucoup de positionnement sur les pages de droite, en fait, que votre ourson est souvent en page de droite. Et voilà, ça aussi, c'est quelque chose que vous travaillez, que vous réfléchissez, quoi, en fait, aussi. Ben oui, alors après, peut-être que pour le Japon, il faudrait inverser tout le. Faudrait, si ça sort un jour au Japon, voilà. Mais c'est vrai qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc, si on veut créer une dynamique, elle va être vers la droite. Donc effectivement, l'ourson, il est plutôt vers la droite parce qu'on veut que ça circule, quoi. Je viens de perdre un écouteur, là. Voilà, c'est bon. Oui, et puis ben, voilà, s'il est sur la droite, on commence par le décor. On voit où est l'ourson avant de voir l'ourson. Là, par exemple, sur cette page, ben, avant la patte de l'ourson qui est à gauche, on voit quand même une feuille, on voit des couleurs, et donc on arrive à situer aussi dans l'espace ce personnage. S'il est plutôt à droite, on voit qu'il avance dans notre tête, il avance vers la droite. Il recule pas. S'il va vers la gauche, il recule. Parce qu'on lit de gauche à droite et pas de droite à gauche. Euh, et ben voilà, j'ai déjà essayé. Hein, voilà, ça fait plusieurs fois où j'ai envie de faire un livre pour les tout petits qui s'ouvre comme ça, c'est-à-dire qu'il se regarderait en tournant les pages comme ça. En version paysage, quoi, en fait. En version paysage, mais relié en version pas paysage. Mais en fait, c'est voilà, je pense qu'un jeune lecteur n'arrivera pas. Et ça ne sera pas pour lui, ça sera pour des plus grands. Parce qu'il y a un truc illogique dans la lecture. Pour cet âge-là, on n'est pas prêt à ce genre d'expérience. Il y a quand même une limite, quoi. Oui, la manipulation est compliquée. Et juste pour info et anecdote, tout à l'heure, on avait vraiment toute votre couverture livre ouverte, donc qui donne sa forme. Manu est en train de nous la mettre. Voilà, hop là, voilà. Et c'est vrai que c'est une image à part entière. Et nous, on va dire, une obligation, c'est de mettre une petite étiquette disant c'est le livre offert, première page. Ça nous a porté beaucoup peine de gâcher votre illustration. On a cherché plusieurs endroits où la mettre, en fait. Et parce qu'on a très bien compris que tout ça était une illustration à part entière, mais mettre notre petit encart, première page 2021, etc., ça nous a fait peine de gâcher cette belle illustration repérée dès la couverture, en fait. Ouais, ben voilà, vous comprenez notre difficulté d'arriver à mettre un code barre parfois sur un livre aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions de nos collègues? Est-ce que vous… Alors moi, j'ai encore plein de questions, moi, mais donc j'aimerais bien que ce soit d'autres personnes qui participent. On peut laisser un petit temps. Juste, on a pas mal parlé, en fait, de la forme du contenu. Il y a un point essentiel que vous avez abordé aussi, c'était le personnage adulte à la fin, en fait. Et très vite, vous dites c'est le papa. Et justement, souvent, nous, enfin voilà, c'est souvent la maman. Pourquoi là, c'est le papa? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça a été aussi réfléchi, négocié, discuté? Voilà, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ce personnage adulte. Oui, alors c'est vrai que, bah oui, comme je vous le disais, ce personnage, il est né d'un autre livre. Hein. Il naît à la fin d'un autre livre, et l'ours qu'on voit à la fin, c'est le personnage principal du livre précédent, qui était un ours qui rencontrait l'âme sœur, et de leur union naissait ce petit ourson. Moi, j'ai pas, je me pose la question à chaque fois, en fait, hein, puisque effectivement, quand on va dans une école maternelle, il y a 90% de maîtresses et pas de maîtres. Et puis ça s'appelle maternelle d'ailleurs, ça s'appelle pas autre chose. Alors que ça devrait être une école juste pour les jeunes enfants, pas forcément maternelle, je sais pas. Enfin, voilà, c'est une question qui se pose. Et voilà, moi j'ai pas envie aussi que, voilà, j'ai envie que les pères aient aussi leur rôle dans les histoires pour les tout petits. Que ça soit pareil, le livre d'après, la toute petite araignée retrouve un adulte à la fin, et l'éditeur, dans la présentation avant que le livre sorte, avait écrit qu'il retrouvait sa maman. Donc moi, j'ai fait enlever le terme et j'ai dit qu'il retrouvait un adulte.
j'avais pas envie que ça soit, il y avait rien qui définissait ce personnage et j'avais pas envie que ça soit plus la maman que le papa. Alors je sais que ça va contre des évidences, hein, bien évidemment que le tout petit est plus attaché à sa maman ses premières années que à son papa, mais voilà, c'est bien que les pères aient aussi une place dans les livres pour tout petits et dans ce monde qui est quand même effectivement très féminin. Alors c'est pas par provocation que j'ai fait ça, c'est aussi parce que moi voilà, j'ai l'impression d'être, je suis un père et j'ai l'impression d'avoir eu ma place dans les premières années de mes enfants et même inconsciemment, ben, je me mets un peu en scène, même quand c'est des ours et des oursons, voilà. Heu, mais ça va pas plus loin que ça. Enfin voilà, j'ai pas en Vous avez donc une grande écharpe rouge, c'est ça? Et des pantalons je l'ai rayés verts. perdue, mais j'en ai une, mais je l'ai perdue dans un train. Voilà, c'est tout un ressenti, quoi, en fait. Je vois OK, qu'il y a des merci questions bien. sur le chat, alors je ne sais pas si j'y réponds ou si on va toutes les grouper, Bah, moi, enfin, là, la conversation est fluide. Est-ce qu'il y a besoin d'une pause où on peut continuer comme ça? En effet, continuez d'y répondre au fur et à mesure si vous les voyez. Et puis alors si je vais vous en répondre à oubliez celle une au que passage, si vous en oubliez une au passage, on est là pour vous interpeller. D'accord, on fait comme ça? parfait. Allez, alors Alors, continuez. j'en ai vu quelques-unes, Alors, il y avait à quel moment de la journée écrivez-vous? voilà, Moi, j'ai à vu quel moment je passer. travaille? Alors, comme vous l'avez compris, j'ai des enfants, donc mes journées s'arrêtent à 4h30, la plupart du temps. Donc voilà, ça correspond pas trop au mythe de l'écrivain ou de l'artiste qui travaille la nuit, en buvant des substances étonnantes, mais non, je travaille le jour et j'ai un atelier où je travaille qui n'est pas dans ma maison parce que c'est mon travail et c'est pas juste un truc que je fais comme ça le dimanche après-midi quand je m'ennuie. Donc c'est un vrai travail, avec des vrais horaires. C'est-à-dire que j'arrive à 8h30, 9h et après ce que ça a de particulier, c'est que c'est quand j'ai fini ma journée de travail, ça ne veut pas dire que mon travail est fini puisque, quand on écrit des histoires, elles sont toujours en train de cheminer dans notre tête et les idées, on ne les trouve pas forcément au boulot. On les trouve quand on est justement sur son vélo, comme vous avez vu, je suis un magnifique cycliste. Heu, elles viennent à plein de moments, mais rarement quand on est devant sa table et qu'on se dit: «Là, il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve une idée», bah, là, ça vient pas. Par contre, j'ai besoin de cet atelier, de cette table et de mes petits carnets pour pouvoir développer ces idées. Donc j'ai toujours mes carnets avec moi, qui me servent un peu de pense-bête, hein, de bloc-notes. Mais effectivement, j'essaye de me tenir à des, voilà, comme je vis pas tout seul, de séparer aussi, d'essayer de séparer, même si c'est très dur, le travail de la vie quotidienne, quoi, de la vie de tous les jours. Je Je vois une complète autre cette question. question, pardon, Attendez, Gaëtan, juste pour compléter, je suis aussi sur la même oui. thématique. Donc, en fait, vous avez l'inspiration qui peut être en dehors de votre atelier, mais le dessin est toujours dans votre atelier. Ouais. Vous dessinez pas au café du coin, dans votre jardin, je sais pas. Ben non, dans le café du coin, c'est Alors je peux compliqué cher ces temps-ci, j'avoue, mais Oui, le café du coin, vous ça fait avez longtemps, compris je l'idée. sais même plus si c'est encore si ça existe, mais heu, non, non, alors par contre, je peux effectivement chercher des idées, ailleurs, l'endroit, que je préfère au monde pour chercher des idées, c'est le train, parce qu'il y a rien d'autre à faire dans un train, heu et je suis très efficace pour travailler dans le train, je suis pas dérangé et je travaille très bien dans le train à écrire ou à développer voilà, à dessiner des trucs, même si ça bouge et que ça sera forcément mal dessiné. Mais justement, ça me permet c'est un endroit où j'arrive à être très concentré. Hem Mais c'est vrai que l'atelier, bah, voilà, c'est un cadre, hein, qu'on s'invente pour arriver à travailler. Là, derrière moi, vous voyez, j'ai 2 tables, hein, celle, avec mon ordinateur auquel je suis en train de parler à mon ordinateur, là. Donc, devant moi, il y a mon ordinateur avec plein, plein d'images et de l'autre côté, derrière moi, vous voyez que c'est entièrement vierge, c'est un mur vierge et c'est le mur où je vais vraiment, développer mes idées. J'ai besoin d'être au calme et de pas avoir le regard qui est brouillé par autre chose que uniquement mon travail. Donc c'est pas un truc de moine, hein, j'écoute de la musique, j'écoute la radio, mais voilà, j'ai besoin quand même d'un minimum de concentration, pour travailler. Ok.
Du coup, vous avez évoqué que vous aviez des enfants et on a une question de quelqu'un qui souhaitait savoir comment vos enfants accueillent vos livres, justement. Comment est-ce qu'ils les lisent? Ouais. Est-ce qu'ils ont un œil critique? Alors, je faisais des livres pour enfants avant d'avoir des enfants. Donc, voilà, je ne suis pas un auteur qui fait les en, c'est arrivé, hein, ça arrive encore, des auteurs qui découvrent la littérature jeunesse en écrivant des histoires ou en dessinant des histoires pour leurs enfants. Moi, c'était pas le cas. Et après, en fait, c'est souvent en fait mes livres, je les mélange aux autres et mes enfants, je leur dis, alors c'est une erreur, hein, je pense, mais je dis pas le nom de l'auteur quand je lis un livre à mes enfants. Et quand ils savent pas lire, ils se rendent même pas compte que c'est un livre de moi, donc il est mélangé au milieu des autres et parfois ils leur plaisent, parfois non. Après, voilà, maintenant j'ai des grands, j'ai des ados, etc. Et donc eux, ils lisent mes livres avec un regard plus critique. Et puis, mais ils les aiment pas plus ou moins parce que ce sont mes livres. Des fois ça leur plaît, des fois ça leur plaît pas. Juste, j'avais mon plus grand quand il était à la maternelle, quand il était petit, il était persuadé que les adultes étaient ou illustrateurs ou maîtresses. Donc il pensait qu'il n'y avait que deux métiers au monde. Voilà. Donc il avait bien compris ce que je faisais, mais c'est pas pour ça que ça lui plaisait plus ou moins mes bouquins, quoi. Et est-ce qu'on retrouve un petit peu d'eux dans vos livres, en fait? C'est des Oui, souvenirs? alors, ouais, forcément. Je m'en rends toujours compte après, mais évidemment, quand on retrouve même beaucoup d'eux, beaucoup de moi, beaucoup de moi, c'est sûr, c'est même que moi, hein, mais puisque les livres, en fait, c'est très bête, hein, on les fait quand même, il faut qu'ils nous plaisent à nous, hein, donc on les fait aussi c'est très égoïste comme métier, on les fait quand même pour nous, même si c'est des livres qui vont être rangés dans la catégorie livre jeunesse, il faut qu'ils nous plaisent à nous, qu'on soit content de les faire, qu'on soit content de les regarder, de les lire. Euh, mais effectivement, oui, comme je me nourris de ma vie à moi pour créer mes histoires, il y a des choses qui sont avec mes enfants que j'ai mis dans des livres, des histoires que j'ai entendues, etc. Mais j'en suis pas toujours conscient en fait, puisque quand je commence une histoire, je sais un petit peu ce dont ça va parler, mais il y a beaucoup de choses en fait, qui sont de l'ordre de l'inconscient. Et parfois, les gens, quand on a fait le livre, nous disent: «Ah, vraiment, ton livre sur ça, sur cette thématique-là, sur ça, c'est super, on ne savait même pas que ça parlait de ça». Parfois, on n'est pas du tout conscient de ce qu'on est en train d'agiter chez le lecteur comme réflexion, comme thème, etc. Alors, je peux prendre d'autres questions, je vois qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a des questions sur votre travail à proprement dit. Combien de temps mettez-vous pour créer un livre? Et une deuxième question, combien de livres avez-vous écrit? Alors, combien de temps je mets pour créer un livre? Alors souvent, c'est mélangé, hein. C'est-à-dire que je ne fais pas un livre du début à la fin et après j'ai terminé et j'en fais un autre. Je suis en train de réfléchir à une histoire et en même temps, peut-être que l'après-midi ou le jour d'après, je serai en train de réaliser des images pour un autre livre, ça se mélange. Et il vaut mieux comme ça, on a du temps aussi pour hésiter, euh, pour ne pas se précipiter sur... Moi, je suis à l'origine illustrateur, donc je sais que j'ai cette tendance à me précipiter à dessiner et j'essaye de dessiner le plus tard possible les images finies parce que je sais qu'il faut que je prenne le temps de bien les construire, ces images-là, avec des croquis, etc. Donc j'essaye de retarder toujours ce moment le plus possible. Donc ça peut prendre, en cumulé, c'est quelques mois, mais dans le temps, là j'ai un livre qui sort demain ou après-demain, dont j'ai même pas fait l'histoire. En plus, le projet a été démarré il y a 4 ans et demi. Donc voilà, on porte parfois une idée de livre avant que le livre existe pendant très très longtemps, ce qui peut empêcher de dormir, hein, des fois quand même, un petit peu, un petit peu beaucoup. Voilà, donc on vit avec beaucoup avec des projets de livres. Les livres, après, une fois qu'ils sont faits, ils ne nous appartiennent plus, ils appartiennent aux lecteurs. Nous, on sait pas on sait ce que ça provoque quand on va dans les classes, les crèches, etc., les médiathèques, mais sinon après, ça devient, on en est dépossédé et on fait ça pour ça aussi. Donc, voilà, et combien de livres j'ai écrit? Je ne sais pas trop, j'ai pas compté, mais je dois être autour d'une soixantaine, je pense, peut-être un petit peu plus. Voilà, je fais en moyenne 2, 3 livres par an.
ça doit faire ça. Donc, sur 20 ans, ça fait 60 bouquins. On parlait de musique, de livre, voilà, c'est un peu comme des chansons, c'est des formats courts, hein, les albums. C'est pas une bande dessinée de 250 pages. Donc c'est pour ça qu'on voilà, on fait 2, 3 livres, sachant que moi je fais pas que des livres pour les tout petits, hein, je fais aussi des livres pour les plus grands avec des éditeurs différents. Donc le but c'est pas d'inonder le marché qui de toute façon ne peut pas supporter tant de livres qu'actuellement. Donc j'ai pas l'envie d'en faire plus non plus. Avant de passer à une autre thématique, je voudrais poser une question complémentaire. Du coup, vous avez dit que vous étiez illustrateur. Ça vous est arrivé d'illustrer des livres d'autres auteurs ou vous travaillez solo? Oui, oui, tout à fait. Alors moi j'ai ce plaisir depuis quelques années à travailler avec d'autres, tout simplement parce que il y a des choses que je ne sais pas écrire. Je n'écrirai jamais comme les gens avec qui je travaille, et donc quand on me propose un texte qui ressemble beaucoup à quelque chose que j'aurais fait, ben quand l'éditeur, ça arrive, hein, les éditeurs nous proposent des textes. Moi, ça a très rarement marché, c'est-à-dire souvent je refuse parce que c'est quelque chose qui ressemble trop à ce que je fais déjà. En revanche, quand il y a quelque chose qui me surprend et où je me dis tiens, ben ça, j'ai jamais fait, ou ah, c'est marrant, là c'est un livre d'humour, là c'est un livre qui fait peur. Ben voilà, ça me met un petit peu en danger et ça devient un peu plus intéressant pour moi, quoi. Donc j'ai ce plaisir aussi, ouais, de travailler avec des gens et puis de travailler même sur plusieurs livres avec eux, c'est-à-dire que j'en fais un et puis on développe une relation de confiance et on réfléchit à d'autres livres. Oui, oui, ça mais c'est assez récent. Avant, voilà, j'avais envie de tout endosser, de faire un auteur-illustrateur et de porter le livre tout seul. Puis en fait, c'est quand même lourd à force et c'est très agréable de travailler en duo. Je vois qu'il y a aussi une question, pourquoi l'ours a 2 gros yeux? Eh ben alors, je ne savais pas qu'il avait des gros yeux, donc je ne saurais pas répondre. Pourquoi il a des gros yeux? Moi, j'aime bien les grands yeux, hein, je ne sais pas, là, je suis en train d'improviser, mais je pense que quand on a des grands yeux, c'est pour mieux voir, hein, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Alors là, si vous en avez une, je prends, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous avez évoqué le monde de la BD. Et je crois qu'avoir vu ou lu ou entendu que c'est un monde qui vous intéresse et que vous veniez un petit peu de là aussi. Enfin, quel est votre rapport avec la bande dessinée? Alors moi, j'ai fait des études d'art, donc j'ai fait l'école des arts décoratifs de Strasbourg il y a longtemps maintenant. J'ai été prof aussi là-bas après pendant quelques années. Et c'est vrai que quand je suis sorti étudiant, j'avais fait que de la bande dessinée à l'école. Donc je voulais faire de la bande dessinée. J'avais même pas imaginé faire autre chose. Et on était obligé pour le diplôme de fin d'études de proposer des pistes différentes, pas que de la bande dessinée ou que du dessin animé. Donc j'avais fait un projet de livre jeunesse. Et ça a été mon premier livre en fait. Et je suis tombé un peu dedans par hasard et je me suis rendu compte qu'en fait dans l'album pour enfants, il y avait tout autant de possibilités d'invention et de s'amuser que dans la bande dessinée. Et puis j'ai essayé quand même, hein, de faire la bande dessinée, mais en fait j'ai compris, j'ai besoin de rater beaucoup de fois pour comprendre que j'adorais en lire, mais que j'adorais pas du tout en faire et que de dessiner 250 fois une tête avec une bulle qui ressemble à un fantôme qui sort de la bouche, c'était pas pour moi. Enfin, j'avais pas de plaisir à dessiner ça. Alors, je suis en train de changer un peu, puisque là, je suis en train d'essayer de réaliser une bande dessinée, mais un peu spéciale, puisque c'est une bande dessinée sans texte. Et puis, c'est une bande dessinée pour les enfants. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, voilà, je me suis dit que c'était pas pour moi la bande dessinée, que je m'amusais très bien dans le livre jeunesse et que ça me suffisait amplement. Et puis, bah voilà, là, j'ai trouvé une manière de faire qui fait que je vais peut-être faire une bande dessinée, mais ça restera dans l'édition jeunesse. Et puis, il y a tellement de bonnes bandes dessinées que pourquoi j'en ferais, quoi. Il y en a déjà plein de super. Donc, Ça discute autour des yeux de votre oui, ourson. ouais, Donc, tout le monde a un avis, c'est chouette. non, Il pas tout parle le au monde, monde. bah oui, ouais, c'est vrai. Il y a des grands Et yeux. donc, j'ai rajouté que moi, c'était vraiment dans les yeux de cet ourson que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'expression et beaucoup d'émotion aussi. Je trouve dans votre Ouais. livre, ces yeux ont vraiment. C'est vrai qu'on les voit et que c'est par eux que passe beaucoup d'émotions de cet ourson, en fait.
Ouais, mais c'est pour ça aussi l'ourson, il est très grand dans l'image, hein. Il prend beaucoup de place, donc les yeux sont, voilà, si l'ourson est grand, les yeux sont grands, il prend quand même une grande partie de la page à chaque fois. Euh, et oui, ça participe de montrer l'émerveillement. Et puis j'ai aussi fait, si vous voyez, il a un pelage aussi, hein, il a une sorte de cocard, un peu comme Ouais. certains petits Rouge. chiens. Et voilà, j'avais envie de lui donner il fallait trouver, voilà, comment donner une identité à un ourson un peu générique comme ça, hein, quand, voilà, il a une tête, tout le monde pourrait dessiner un ourson comme ça un petit peu, c'est-à-dire qu'il a une tête d'ourson comme on l'imagine, il n'a rien de spécifique. Et je me suis dit, bah, voilà, avec juste un œil qui est un peu différent de l'autre, ça peut suffire à l'identifier avec ça avec son petit t-shirt rayé, là, et que ça suffisait pour en faire un personnage qui n'avait peut-être pas besoin de plus que ça, quoi. Puisqu'on ne peut pas lui raconter, on est dans un livre pour tout petit, donc on ne va pas lui raconter une histoire, on ne va pas dire où il habite, on ne peut pas lui inventer une vie à travers le texte. Il faut trouver des moyens de le faire exister que par le dessin, quoi. Ok. Du coup, moi, j'avais noté aussi que vous travaillez énormément en fait, ben, voilà, sur la nature, l'environnement, le milieu. Voilà, vous dites venir d'un milieu rural. Est-ce que là, vous continuez une araignée, un champignon? C'est vraiment votre univers? Cela a toujours été votre univers? Alors ça l'a pas toujours été, puisqu'il y a encore quelques années, j'étais un pur citadin, puisque ça fait que quelques années que j'habite dans la Drôme. Avant, j'habitais en grande ville, en pleine ville, en plein centre-ville. Euh, mais voilà, je pense que c'est quelque chose, cet émerveillement devant la nature, ce plaisir d'être dehors, ça nous manque tant en ce moment depuis 1 an et demi, bizarrement. Voilà, voilà, je l'avais bien ressenti. Voilà, si j'ai déménagé, c'est aussi parce que voilà, je me sens pleinement moi quand je suis dehors et ce plaisir d'être dehors, tout simplement. Voilà, toutes mes histoires, elles se passent dehors. C'est très bête, mais moi j'ai plaisir à être dehors, à travailler aussi. Voilà, mes histoires, dès que je peux, effectivement, je travaille pas à une terrasse de café, mais je mets une table dehors et je travaille dehors. Ben, les tout petits, c'est super s'ils peuvent être dehors. C'est quand même, voilà. Oui, j'ai pas grand-chose je sais pas comment le dire autrement, mais c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse, je pense on manque aussi de ce contact à la nature et voilà. Pour faire passer du sensible aussi, bah voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour le tout petit. En fait, c'est infiniment varié et même graphiquement, c'est très varié. La nature, il y a plein de formes différentes. En tant que dessinateur, on peut se faire plaisir aussi, alors que de dessiner des trottoirs, peut-être un petit peu moins, quoi. Même si j'ai rien contre les trottoirs, hein. Donc, il y a des questions sur votre prochain projet. Donc, voilà, savoir quelles sont des thématiques, vous avez commencé à nous ébaucher quelques champignons et Ouais. quel est votre prochain projet? Si vous pouvez nous en parler un petit peu et puis voir si vous avez d'autres souhaits de thématiques que vous aimeriez voir à développer dans vos albums. L'image de champignon que vous avez vue tout à l'heure, je vous ai montré comment je travaillais. C'est l'image qui sert de point de départ pour le livre suivant. Donc là, je ne sais pas si vous avez à voir sur votre écran, mais voilà, là, j'ai commencé à travailler. Donc c'est une histoire, c'est en tout petit. Et c'est une histoire qui se passe au milieu des champignons avec plein de petits insectes, plein de petites bestioles. Je sais pas Et comment je peux ce sont des zoomer post-it, en fait? Ce sont des post-it Là, que vous c'est des avez rajoutés? post-it. Je fais plusieurs versions de texte. Donc, je travaille. Il y a des codes couleurs sur les post-it, des versions longues, courtes, onomatopées, avec ou sans verbe. Donc là, on est vraiment au début du travail, hein. Je sais à peu près ce que je veux raconter. C'est l'histoire voilà, d'une petite troupe d'insectes qui colonisent tout un espace de champignons, qui s'y amusent, mais effectivement, bah voilà, le problème c'est que en les mangeant, en jouant dedans, en les retournant pour faire des piscines, etc., bah, ils détruisent détruisent leur milieu. Donc ça m'intéressait d'avoir une histoire qui est très joyeuse et qui quand même tout doucement se retourne. Et puis voilà, je ne vais pas vous dire la fin, mais ça se termine très bien.
Ça, c'est quelque chose aussi auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire que j'ai même parfois fait des livres très, très durs, sur des thèmes très durs, hein, sur la mort, la perte, j'ai même fait un livre sur la folie, une maman qui devient folle. Mais voilà, je m'adresse aux enfants et je pense qu'on peut tout raconter, tout faire pour tous les âges. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est que ça se termine mal. Pour moi, il y a vraiment une responsabilité d'adulte qui fait qu'on n'a pas le droit de déprimer un enfant avec un livre. En tout cas, pas pour les ados, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour les enfants, moi, je peux faire des histoires très dures, voire même tristes, mais je ne peux pas leur laisser ça comme sentiment de fin. Pour moi, la fin, ça doit toujours aller vers… Il faut qu'il y ait moi une petite étincelle, quelque chose. Alors pour les tout petits, on n'est carrément pas là-dedans. Hein. Mais même pour les plus grands, voilà. Moi, je ne peux pas faire une histoire qui se termine mal, même si en tant qu'adulte, j'adore les histoires qui se finissent mal dans les fictions. Pour les enfants, je ne m'autoriserai jamais ça, quoi. Mais je ne peux pas vous en dire tellement plus sur mon livre, parce qu'il est vraiment en cours. Et c'est très dur de parler d'un travail en cours. Je ne sais peut-être pas encore bien ce que ça raconte, en fait. Ok. Et du coup, on est vraiment, on sort d'une période particulière de confinement, etc. Est-ce que ça, vous avez vu soit des répercussions sur votre travail, soit sur des répercussions sur ce que vous aviez envie de passer comme message? Est-ce que ça vous a impacté, voilà, professionnellement? Oui, bah alors ça fait 1 an et demi que je fais plus de rencontres, mais parfois des visios. Et c'est vrai qu'une bonne partie de mon travail, c'est quand même aussi d'aller à la rencontre des enfants. Parce que sinon, comme je vous le disais, les livres, leur réception, on n'a aucun retour. On ne sait pas du tout ce que ça fait chez les enfants, chez les adultes, chez les instituteurs, etc. Donc ça me manque, effectivement, parce que je pense que voilà, j'aime ce contact avec les enfants, et travailler avec des classes, faire des ateliers de dessin, etc. Donc je trouve ça modifie effectivement mon travail. Alors, c'est pas pour ça que je fais plus de livres, parce que en fait, ça va être comme vous, hein, on passe beaucoup de temps à préparer des plans A, des plans B, des plans C, et puis c'est toujours le plan E qu'on n'a pas prévu qui se fera. Donc ça me prend beaucoup de temps. Après, effectivement, cette préoccupation que j'ai dont je vous parlais tout à l'heure, hein, du fait que mes histoires se passent plutôt dehors et plutôt des choses toutes petites, plutôt dans la nature. Ben voilà, je n'avais pas prévu le Covid, mais effectivement, je pense on est beaucoup à avoir besoin de ça et à le ressentir comme jamais on l'a ressenti avant quand on en est privé. Donc ça me conforte dans mes envies de poursuivre ce travail-là et de rendre ce monde alors la nature, je sais pas s'il faut dire ça, mais de le rendre sensible et, euh, et de le mettre en scène, en tout cas dans mes histoires. Ouais. Une nouvelle question est arrivée. Peut-être avez-vous déjà répondu à cette question, mais sinon, pourquoi l'ours n'a pas de pantalon et le papa pas de t-shirt? Ah oui, ah bah comme ça ils sont complémentaires. Non, non, parce que le t-shirt il va pas aller sur le… Non, pourquoi alors au début, l'ours il avait une couche, et puis en fait c'était un peu bizarre de faire un ours avec une couche, on comprenait pas trop. Enfin voilà, c'était pas un habit. Et donc il est resté avec son t-shirt tout seul, et puis en fait, voilà, j'avais besoin qu'ils aient au moins un habit pour qu'on comprenne que c'était plutôt des avatars d'humains et pas des ours sauvages qui vivent dans la nature. Donc il fallait qu'ils aient au moins une chose pour qu'on les identifie comme des personnages de pure fiction, des purs avatars d'humains. Donc j'ai pas rajouté de chaussures, voilà, je m'en suis tenu à 2-3 éléments. J'aurais pu mettre un t-shirt à l'ours, mais j'aime bien dessiner les poils d'ours. Je trouve ça c'est très dynamique de dessiner des animaux poilus. On comprend bien les volumes, et il y avait vraiment un pur plaisir aussi de dessin. C'est agréable de dessiner des animaux sauvages, de dessiner des arbres, de dessiner des fleurs, des feuilles, etc. Donc là, c'est pas plus réfléchi que ça, quoi. Mais si vous avez une interprétation sur pourquoi, je prends. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on voit que vos dessins fonctionnent beaucoup avec du trait, en fait, et que Ouais. ce trait attire l'œil, hein, c'est sûr. Hein. Mais j'ai fait beaucoup de livres avant où j'aimais changer de technique tout le temps. Hein. Alors,
des livres à la gouache, au papier découpé, etc. Et puis en fait, maintenant, je suis quand même revenu à ce sillon que je creuse, qui est quand même très bête, c'est-à-dire de se dire qu'on peut faire un livre avec juste un crayon gris et une gomme et qu'il n'y a pas forcément besoin de quantité de matériaux et d'une démonstration technique, que parfois juste un crayon suffit à faire un livre. Voilà, tous les enfants, quand ils sont petits, essayent de faire des livres, hein, et puis ils font ça avec un crayon. Ouais, voilà, j'en suis revenu là. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions apparaître. Moi, je voudrais revenir sur votre parcours. Donc, vous avez dit l'École des Arts à Strasbourg. Mmh. Donc, vous vous Oui. destiniez dès le départ à une carrière d'illustrateur, écrivain, illustrateur. Ouais, bah, je voulais faire des bandes dessinées, mais voilà, ça s'est pas fait. Ouais, bah, voilà, il y a peu d'écoles en France, hein, qui préparent à ce métier. Il y a pas forcément besoin d'ailleurs de faire d'études pour faire ce métier. Il y a besoin d'avoir des idées et puis de s'entraîner à dessiner et raconter des livres. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté cette école-là, et à tel point que voilà, 6 ou 7 ans après l'avoir quittée, j'y suis revenu en tant que professeur et puis, j'y suis resté encore 10 ans. Et après voilà, de la Drôme à Strasbourg, ça faisait vraiment loin pour aller enseigner le matin, faire 800 kilomètres, donc j'ai dû faire un choix et décider ou de rester ou de déménager. J'ai choisi de déménager, c'était pas évident comme décision, mais ce que moi j'ai apprécié dans ces études-là, c'est que c'était pas des études d'art classique. On apprenait avant tout à raconter des histoires avec des images et du texte, que ça soit du dessin de presse, des livres pour enfants, de la bande dessinée, sans se spécialiser forcément, et en se disant que sommes tous, on est des jeunes adultes et qu'on aura bien le temps après de se spécialiser, ou que le marché du livre nous dira de toute façon que ça faut faire ça et que ça faut faire comme ça. Donc c'était pas le rôle d'une école de spécialiser à outrance. Par contre, de se poser des questions, d'essayer, de se planter. C'est plus facile de se planter dans un projet de livre quand on est dans une école que quand c'est pour de vrai et que notre premier livre il est raté. Donc ces études d'art-là m'ont été très précieuses. Voilà, il y a quelques autres écoles, hein, qui forment vraiment à ces métiers-là, à Lyon, à Paris. Mais on n'a pas besoin non plus de 200 écoles en France qui préparent au métier d'auteur de livres pour enfants. On est déjà beaucoup. Alors, quel Quel est est mon votre album album préféré? Alors là, des albums que j'ai fait moi? Alors là, alors ça c'est terrible. J'en sais rien du tout. Mais en fait, comme c'est moi qui les ai faits, je j'ai pas d'avis. Je vois tous les trucs ratés, moi. Je vois les bouts de scotch, je vois le nombre d'heures que j'ai passé sur chaque image, je vois plus le livre. Je vois qu'il y a des livres qui plaisent plus à des personnes que d'autres. Je vois qu'il y a des livres qui marchent et des livres qui marchent pas, mais j'ai du mal à avoir un avis, moi. Souvent, quand je reçois les livres au début, je les vois pas, j'arrive plus à les regarder, j'en pense rien. J'ai passé tellement de temps dessus, et voilà, avec le temps, bah, voilà, il y a des livres où je me dis: «Ah ça, je le ferai plus comme ça». Donc effectivement, il y a des livres où il y a des livres que c'est pas des livres que je renie, mais je sais que voilà, que j'ai changé et que je ferai plus, je raconterai plus cette histoire-là, ou je dessinerai plus de cette manière-là. Mais j'ai du mal à avoir des livres préférés. Je peux avoir plein de livres préférés des autres auteurs, vivants ou morts d'ailleurs, mais les miens, en fait, j'ai du mal à en penser quelque chose, quoi. Parfois, je suis fier de faire il y a certains livres où, bah, voilà, ces livres pour tout petit, je suis fier parce que c'est quelque chose, qui trouve de l'écho, et puis quelque chose que pendant très longtemps, je me suis cassé les dents dessus. Je n'arrivais pas à faire des livres pour les tout petits, alors que je m'étais dit que c'était facile, et en fait, c'était la chose la plus dure pour moi, mais en fait, là, c'est pas une fierté par rapport au résultat, c'est une fierté par rapport à un cap qui est franchi dans mon travail. Oui, donc ce Et que vous dites, on peut rebondir avec une question qui est posée. Est-ce que vous avez déjà fait des livres pour adultes où voilà, la jeunesse était une évidence dès le départ? non, alors j'en ai fait, 1. J'ai fait un livre pour adultes puisque en marge de mon travail de dessinateur, j'écrivais et je dessinais
des histoires à la craie dans la rue pendant une dizaine d'années, quand j'avais le temps, etc. Donc je prenais des photos et puis je les mettais sur des sites internet sans chercher à en faire quelque chose de plus. Et un éditeur a voulu les rassembler et en faire un objet, alors c'est à la fois narratif, c'est peut-être un travail d'artiste plus que d'auteur-illustrateur, et en même temps, ça raconte quand même des histoires. C'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions La Ville Brûle. C'est un livre qui s'appelle Ici. Donc c'est un livre de photos, c'est pas un livre de dessin. Enfin, c'est des dessins à la craie. Voilà. C'est le seul livre qu'on peut qualifier pour adulte que j'ai fait. Pas qu'il ait des pages choquantes pour les enfants, mais je pense que le sens leur échappera assez rapidement, quoi. Voilà. Bon, malgré tout, même si c'est un livre pour adultes, l'illustration n'est jamais très loin, quoi, en fait. Non, non, Même non, si c'est du dessin à la craie, ouais, voilà. Moi, je suis monocompétence, hein, je sais faire que ça. Je serais bien en peine si je ne sais pas faire autre chose, malheureusement. Quand je vais dans les classes, je vois que les instituts arrivent à faire 70 métiers à la fois, éducateur, pédagogue, policier, etc. Ils arrivent à faire plein de métiers, et ils développent plein de compétences dans leur métier. On va dire ça, c'est plus habile de dire ça comme ça. Moi, je ne sais faire qu'une seule chose. On a une collègue qui rebondit sur votre intervention. Pourquoi est-ce difficile de faire des livres pour les tout petits? Ouais. Alors peut-être que certains auteurs vont trouver que c'est très facile, hein, mais pour moi c'est difficile parce que ça demande une très grande concision, de savoir exactement ce qu'on veut faire, et puis on s'adresse somme toute à un public quand même très spécifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des références, par exemple, à d'autres histoires connues. On ne peut pas faire de référence au Petit Poucet, de référence à n'importe quoi, puisqu'en fait, ce sont des jeunes lecteurs, ils n'ont pas encore de culture visuelle ou narrative. C'est leur premier livre. Donc, on ne peut pas être dans le clin d'œil, genre, ah, t'as vu, ça ressemble à, tu vois, jeune lecteur, ça ressemble à ça. Donc, c'est rigolo parce que j'ai réutilisé les codes. Et ben non, pour eux, c'est leur premier livre. Donc, en fait, on ne peut pas utiliser, ce qui est un moteur quand même très, très agréable à utiliser pour des histoires pour les plus grands, de jouer avec les codes des histoires pour enfants qui préexistaient. Pour les tout petits, on ne peut pas faire ça. Donc, on est obligé d'être dans des choses très essentielles, comme ça, très primaires, et ça peut vite être super tarte, quoi. On peut vite être dans les gros clichés et pas arriver à les dépasser. Et bah voilà, moi je trouve ça dur, ça. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, et donc créer une connivence avec le lecteur, pour moi, ça passait pas par ça passait pas. Voilà, tous les livres que j'ai fait pour les plus grands, je m'amuse avec ces codes-là et c'est un plaisir. Là, ça fonctionne autrement. L'histoire, on la raconte autrement. Voilà, on va être vraiment sur un partage de. C'est un format très court, et donc on va être sur un partage d'expérience, sur un partage d'émotions, et les pics émotionnels, ils vont plutôt être comme ça. Tandis que pour les plus grands, on peut développer des personnages secondaires, etc., et créer d'autres dynamiques dans les histoires qui ne sont pas du. Voilà, les livres ne fonctionnent pas de la même manière, quoi. Et cette connaissance du tout petit, vous l'avez faite par vous-même, personnellement avec vos enfants, ou voilà, c'est la pratique, où vous êtes renseigné, voilà, comment vous avez cultivé ces connaissances de la petite enfance? Bac plus 25, hein, au Voilà, c'est moins. ça. Ouais. Non, non, par erreur de père successive, on arrive à trouver ce qui. Non, non, j'ai aucune expertise, j'ai aucune compétence particulière pour parler des tout jeunes enfants. Je peux juste dire ce que j'essaie de faire dans mes livres, mais j'ai pas de leçon à apporter aux adultes qui lisent des histoires aux enfants, et j'ai pas de leçon à apporter aux enfants non plus. Par contre, voilà, je me rends compte que quand je lis des livres à mes enfants, que quand les enfants lisent des livres, que quand je dessine telle ou telle chose, j'ai l'impression de deviner ce que ça peut provoquer chez les lecteurs. Mais après, c'est pas une science, c'est très inexact. Donc, et puis, je fais pas des livres pour tout le monde. Mes livres, les gens
ont le droit de ne pas les aimer, de les trouver affreux. Je ne prétends pas plaire à tout le monde, quoi. Il y a suffisamment de livres différents pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, j'ai pas envie de devenir le Spielberg. Est-ce que j'ai d'autres passions? Je vois ça écrit. Non, oui, j'ai plein d'autres passions. Quoi d'autre? Je sais pas jusqu'où je vous raconte ma vie. Hein, mais... Le vélo? Le vélo, vous voyez, le réalisateur était ravi de m'avoir filmé en vélo et en train de gambader dans le jardin avec les enfants. Voilà. Et voilà, j'aime bien être dehors. Je fais du sport collectif amateur et j'adore ça. C'est une expérience formidable. Je suis par ailleurs militant associatif depuis toujours. Je participe à la vie civique de l'endroit où j'habite. Mais ce n'est pas des hobbies. Enfin, ça fait partie de moi comme les livres font partie de moi. Ça fait partie de mon caractère. On est dans un métier aussi très solitaire. On est tout seul toute la journée dans une pièce. Et moi, de faire des choses avec d'autres gens à l'extérieur de mon travail, je trouve ça important. Ça fait partie de mon équilibre. Tout à l'heure, vous avez dit, je peux vous citer mes livres préférés des autres auteurs. Des miens, c'est difficile, mais d'autres auteurs, je dois pouvoir en citer. Moi, je serais curieuse de connaître vos livres préférés, adultes ou jeunesse d'ailleurs, ou des auteurs que vous nous conseilleriez. Ah, la question piège. Oh là là, j'aurais dû préparer une liste là. C'est vachement dur. Non, mais voilà, moi, Faut pas lancer des idées. Moi, je prends les perches qui sont tendues. Les livres pour tout petit, quand j'étais enfant, j'adorais les livres de Tom Ungerer et j'adore toujours les livres de Tom Ungerer, mais ça c'est voilà, il y a beaucoup de monde aime les livres de Tom Ungerer, mais c'est une œuvre immense. Un de mes livres préférés au monde, comme beaucoup de monde, c'est Max et les Maxi Monstres, parce que pour moi c'est le livre qui a fait naître l'album moderne. Donc on peut l'étudier de manière très savante, ce livre, ou le lire et le relire de 100 000 manières différentes. Et j'adore ce livre-là. Après, comme j'ai été professeur en illustration, je connais énormément d'albums et même contemporains. Et j'aurais bien du mal à vous citer tous les livres même sortis cette année que je trouve super et formidables, tellement la France est un pays riche en littérature jeunesse, quoi. Hein, c'est assez étonnant. Je pense que ça tient aussi beaucoup au réseau de bibliothèques qui fait que cette littérature se développe toujours et existe. Et après, voilà, je suis en train de relire la nouvelle traduction de 1984. Là, je relis en ce moment. J'ai relu Le Baron Perché, qui est un livre formidable que, pareil, j'avais lu quand j'étais jeune adulte. J'ai des lectures très variées, mais pareil, j'ai autant de plaisir à lire un essai qu'un roman ou un livre pour enfants, ou une bande dessinée torturée de 500 pages. Faut pas que mon travail d'auteur ne se nourrisse que de littérature jeunesse non plus. Je vais au cinéma. Non, je peux pas dire je vais au cinéma, c'est vrai, non, je peux pas le dire, parce que je ne vais pas au cinéma comme tout le monde. Mais je suis fervent d'histoire, quoi. Voilà, de manière générale, je suis fervent d'histoire. Et qu'elle soit au théâtre, au cinéma ou dans des livres, dessinés ou pas, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, ce que je développe aussi dans mon travail, c'est peut-être, on aura l'occasion si je viens en septembre de faire ça, mais c'est des lectures dessinées aussi. Je fais ça de plus en plus, et donc c'est vraiment pour moi une autre manière de partager la littérature, c'est de mettre en scène sous forme de spectacle la manière dont un livre se construit et le fait de voir un livre qui se construit sur scène. Donc moi j'ai une petite caméra et je viens souvent avec un auteur de texte et voilà, j'ai 2-3 spectacles en fait de lecture dessinée et c'est une nouvelle forme que je découvre en faisant, hein, mais où j'ai ce plaisir de dessiner sur scène en fait et que les gens puissent voir le dessin en train de se faire, quelque chose qu'on voit un petit peu quand les gens dédicacent des livres en fait, hein, où on est tous un petit. Moi, le premier, hein, quand je vois les autres dédicacés, je regarde comment ils font. Je dis c'est la main là, qui est en train de dessiner. Ah bah non, c'est la tête. Ah bah.
il y a ce plaisir-là, en fait, que j'essaye qu'on essaye de mettre en scène voilà. Toujours en duo, du coup? Jamais Ouais, sur votre... oui, oui. Ouais. Bah, c'est quand même plus confortable, tenir un public pendant 45 minutes avec juste du dessin, c'est quand même pas facile. S'il y a un musicien ou et ça, c'est des choses que je développe justement avec les co-auteurs quand je fais un livre, quand on fait un livre à 2. Et voilà, avec Philippe Lechermeyer, avec qui j'ai fait la série des Tilles d'Espiègle, aux éditions Les Fourmis Rouges, on a développé un spectacle qui met en scène notre travail à 2. Et je fais aussi une petite conférence d'ogrologie. Donc là, c'est un cours très, très sérieux sur la science des ogres. Je suis en blouse blanche avec mon compère Denis Baronnet, avec qui on a réalisé 2 livres sur les ogres aux éditions Actes Sud. Et enfin, il y en a un qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira à la rentrée. Et donc là, voilà, on vous explique tout sur les ogres, ce qu'ils mangent, comment ils mangent, pourquoi ils mangent les enfants et pas les adultes, comment ils chassent, combien de dents ils ont, etc. etc. Et oui, ben, je pense que c'est une manière d'appréhender la littérature qui est chouette aussi pour des enfants, enfin, qui seraient peut-être pas à l'aise avec la lecture. Typiquement, la série des Tilles d'Espiègle, c'est une série où la langue est très travaillée et assez littéraire. Et on a beaucoup de retours d'enseignants ou d'enfants qui viennent nous voir et qui nous disent que maintenant ils adorent ces livres, alors qu'au début ils se sentaient un peu à l'extérieur parce que ça leur semblait des livres compliqués. Et ben moi, j'espère qu'il y aura de plus en plus de ce genre de format de lecture dessinée, parce que je pense que ça peut amener des gens à rendre palpable et concret le travail de, de réalisation d'un livre, quoi. Moi, je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui me sont venues à l'esprit ou que j'avais préparées avant notre rencontre qui m'intéressaient. Est-ce que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire, nos collègues présents. Vous avez évoqué donc à demi-mot votre venue dans les Hautes-Pyrénées, donc c'est pour que tout le monde aussi ait l'info. C'est vrai que nous, on a toujours à cœur de rencontrer l'auteur du livre sélectionné pour l'opération Première Page. Dans cette année particulière, ça n'a pas pu se faire maintenant, donc on espère pouvoir reconduire cette éventualité à l'automne. Cette première prise de connaissance aujourd'hui est pour nous, partenaires, la possibilité que vous ayez des premiers éléments pour faire vivre ce livre sur le terrain, auprès des familles, grâce à des animations, etc. Donc, c'est vrai que c'est le moment pour vous aussi de vous poser des questions, voilà, et de mieux appréhender l'ouvrage pour le valoriser. Et on espère que si quelque chose est possible à l'automne, ce soit plutôt du type atelier, justement, avec des publics, des familles, voilà, sur votre travail un petit peu différemment, quoi, avec un public à destination d'un public différent, en tout cas. Voilà notre idée. Maintenant, c'est peut-être toujours nous qui en décidons. La Covid peut-être décidera de nous. Voilà. Une question qui m'est arrivée de ma collègue Manu juste à côté. Est-ce que vous lisez encore à vos enfants et avec vos enfants aujourd'hui? Oui. Alors, hier, j'ai fini le BGG, Le Bon Gros Géant. J'ai lu Le Bon Gros Géant à mon fils. Ça a pris pas mal de soir parce qu'il n'est pas encore très grand. Oui, et c'est un vrai plaisir de lire parce que je me rattrape aussi. Il y a plein de livres pour enfants que j'ai pas eu le temps de lire quand j'étais enfant. Donc de pouvoir les lire à mes enfants, c'est un grand plaisir. Et puis j'achète des livres pour enfants pour moi aussi. Donc certes, je fais la lecture orale avec. Alors j'ai plus qu'un petit, maintenant les autres ils sont au collège. Donc bon, eux, je leur lis plus d'histoire, mais je pense qu'ils s'en fichent, ils sont dans les mangas. Je vais pas leur lire des mangas, c'est eux qui me les racontent et je comprends rien. Mais les tout petits, ouais, les tout petits, j'ai du plaisir aussi à ce qui est assez. Vous devez connaître cette expérience aussi, mais c'est un livre qui est pour grands. Si c'est nous qui sommes lecteurs, on peut le lire à un enfant souvent bien plus jeune. Typiquement, Le Bon Gros Géant, je le lis à mon fils qui a 6 ans, alors que le livre, il est annoncé pour un lecteur de 9-10 ans. Quand c'est l'adulte qui lit, on peut lire des choses beaucoup plus complexes que quand l'enfant lit tout seul.
Et ça, on voit qu'ils peuvent être captivés par des choses, voilà, parce qu'il y a la lecture avec un des 2 parents ou avec un adulte et ça, ouais, c'est un plaisir partagé qui est je pense tant qu'on peut le faire, faut lire des enfants le plus tard possible, lire des livres le plus tard possible aux enfants, quoi. Même aux adultes, on peut leur lire des histoires. Oui, je crois qu'on est tous assez d'accord alors peut-être qu'au collège, ça se perd un peu. Moi, j'ai des enfants aussi collégiens, lycéens, mais moi, ils m'ont redemandé de leur lire des histoires plus tard, après le collège. Le collège, on veut s'affirmer, Ah mais oui, bah, les lycéens, ils aiment bien, même si des fois, je découvre des albums au bureau, je dis, attendez, je vais vous le lire, vous allez voir, il est trop rigolo, ou il est trop… Et ça revient après, en fait, je crois. Et qu'ils ont ce plaisir-là, voilà, d'écouter des histoires, c'est aussi un plaisir. ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne voudrais pas que l'on se quitte et qu'il y ait des questions sans réponse, des envies. Peut-être que… Ah, Ah, est-ce que je peux lire l'album? Alors j'ai fait une super vidéo. alors là, je me tourne vers ma collègue Manu, savoir si on l'a. Peut-être on va essayer de la diffuser parce qu'on l'a récupérée hier, en Vous fait. l'avez récupérée? Ouais, c'est ça. Euh, Elle est en train de la chercher, mais… Ah, c'est vrai que c'est assez délicat comme exercice, hein, de lire son livre, alors déjà une caméra, mais même moi je pense qu'en fait, il y a des gens qui savent très bien lire des histoires et je suis pas forcément la personne la meilleure pour lire des histoires, à un public en tout cas. C'est pas pareil quand on en est l'auteur, mais bon, allez, j'arrête de parler, là, il y a la vidéo qui va démarrer. Tout le monde voit du coup la vidéo, là, le début de la vidéo qu'on vient d'essayer de récupérer rapidement. Donc, je vais couper mon son et puis on va la lancer. Quatre pattes. À quatre pattes, me voici sur terre. Quatre pattes, pour marcher sur le goudron. Chaud, chaud, chaud. Quatre pattes, pour danser sur les petits cailloux. Quatre pattes, pour sentir les chatouilles de l'herbe. Ouille. Quatre pattes pour aller de creux en bosse. Pour patauger. Splitch, splatch, splotch. Et glisser. Zoup. Bim. Quatre pattes pour grimper. Quatre pattes pour aller loin, loin, loin. Au bout du monde. Trop loin. Deux jambes pour traverser le jardin. Deux bras pour faire un gros câlin.
Voilà, merci beaucoup. Donc, ces vidéos-là, chers partenaires, vous les aurez tout au long de la semaine, ce que je vous disais, distillées sur les réseaux sociaux et trouvables sur la chaîne YouTube du département. Et donc, ensuite, c'est des choses que vous pourrez aussi récupérer, utiliser, montrer à des collègues. Enfin, voilà, c'est des outils de communication qui peuvent vous être utiles et être utilisés aussi, qui ont été donc faits par le service communication du département. Voilà, on a fait le tour, tout le monde. Je remercie Gaëtan Doremus et puis je vous remercie à vous aussi, ou bien il y a encore des choses, c'est le moment. 3, 2, 1, tous à vos claviers. Toutes à vos claviers. Bon, en tout cas, il me semble que, merci Elodie, il me semble que déjà cette première approche est fort sympathique et appréciée. Et Gaëtan, on vous remercie encore d'avoir pris de votre temps et de vous être prêté à ce jeu, pas toujours facile, de la rencontre virtuelle. Ouais, j'aurais préféré en vrai. Pour échanger, c'est plus facile. Je ne suis pas le plus à l'aise devant un écran. Mais... Oui, je comprends bien. Mais voilà. on y croit pour cet automne. Et puis, je remercie aussi nos partenaires. Et voilà, vous étiez une petite trentaine aussi à être disponibles et disposés derrière l'écran. On espère que maintenant, la balle est dans votre camp, que vous saurez utiliser et valoriser cet album et faire de chouettes animations pour les parents et leurs tout-petits. Nous, on est toujours prêtes à vous aider, à vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la boîte mail première page sur la distribution. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je vous promets de m'occuper de vous répondre sur… Voilà, Elodie, j'ai vu qu'il y avait une question de m'occuper de vous sans souci. Gaëtan, au plaisir. Merci beaucoup. Ouais, merci pour votre accueil, même à distance.